Je l'ai mis au monde, je l'ai élevé et je lui ai tout appris. Avec son père, nous avons fondé l'entreprise où il a fait ses tout premiers pas. Je pensais que, un jour, il reprendrait tout ça avec reconnaissance. Mais à la place, j'ai entendu quelque chose de beaucoup plus froid. Tu es devenu un fardeau. Il était persuadé d'avoir tout en main. Sauf qu'il avait oublié une chose essentielle. Les documents portaient toujours ma signature. Et quand le moment est venu, je lui ai rappelé qui était le vrai propriétaire de cette histoire. Si cette histoire vous touche, cliquez sur « S'abonner » et laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous nous écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Ellen Pierce et j'avais 63 ans quand tout a basculé. J'habitais à Bloomington, dans l'Indiana, dans une maison en briques à 2 étages, non loin de la rue principale, où la vie de notre petite ville battait son plein. Pendant plus de 30 ans, j'avais été bien plus qu'une simple habitante. J'avais participé à sa construction. Avec mon défunt mari, Robert, nous avions ouvert le premier Pierce's Café, un petit endroit simple, avec des planchers qui craquaient et des rideaux brodés à la main. Je n'étais ni chef, ni barista, ni génie du marketing. J'étais la femme des chiffres. Je gérais les salaires et les impôts. Je m'occupais de la comptabilité. Je négociais les baux et je me battais avec les compagnies d'assurance quand elles essayaient d'augmenter nos primes sans raison. Robert était l'âme de l'entreprise, charmant, toujours de bonne humeur. Il se souvenait du prénom de chaque enfant, de nos clients habituels. Mais moi, j'en étais la colonne vertébrale. Quand Robert nous a quittés il y a 8 ans, victime d'une crise cardiaque aussi soudaine que cruelle, je ne suis pas partie, je suis restée. Non pas que j'ai eu besoin d'argent, nous avions bien planifié notre avenir, mais parce que l'entreprise était une part vivante de lui, de nous. La quitter aurait été comme une deuxième inhumation. Notre fils, Jason, avait grandi dans ce café. J'ai encore cette photo de lui, à 5 ans, debout sur une caisse de lait derrière le comptoir, faisant semblant de servir du café à des clients imaginaires. Quand il est devenu adolescent, nous l'avons mis au travail pour de bon. Balayer les sols, frotter les plats, apprendre le rythme des ouvertures et des fermetures. Au début, il grognait, comme n'importe quel adolescent. Mais avec le temps, il s'est pris au jeu. J'ai vu qu'il charmait les clients, avec le même sourire facile que son père. Je l'ai vu apprendre le métier de l'intérieur. À la mort de Robert, Jason avait 32 ans. Il a pris la relève, comme nous l'avions espéré. Il a commencé à gérer les opérations au quotidien, à embaucher de nouveaux employés, à ouvrir 2 autres établissements dans les villes voisines. J'étais fière, silencieusement fière. Je n'interférais jamais, sauf s'il me demandait de l'aide. Je continuais de venir au bureau tous les matins. Je m'occupais de la comptabilité, des registres, des rapports trimestriels. On n'en parlait pas, mais l'équilibre était clair. Il menait la danse, mais je m'assurais que la lumière restait allumée en coulisses. Les documents de propriété avaient été signés il y a longtemps, lors de notre première expansion. Robert et moi avions insisté pour que tout soit équitable. 50-50 entre nous. Après sa mort, j'ai hérité de sa part. Jason n'avait jamais cherché à changer cela. Du moins, pas jusqu'à récemment. Les premiers signes de changement sont apparus discrètement. Des réunions auxquelles je n'étais pas invitée. Des plans marketing que je découvrais seulement après leur mise en œuvre. Des rapports financiers qui arrivaient en retard, avec des explications qui sonnaient un peu trop rodées. Au début, j'ai ignoré. Il était occupé. L'entreprise grandissait.
Peut-être qu'il avait juste oublié. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. On n'oublie pas son partenaire. Surtout quand la fondation sur laquelle on se tient a été construite de ses propres mains. Je suis restée silencieuse, j'ai observé, j'ai récolté de petits indices. Sa façon de parler avait changé, elle aussi. Il parlait de rationaliser la marque, de moderniser notre image. Des mots qui n'étaient pas mauvais en soi, mais quand il les prononçait, je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Puis sont arrivés les petits gestes, subtils mais clairs. Mon bureau a été déplacé à l'arrière du bâtiment, à côté du placard de rangement. Mon nom n'apparaissait plus en copie des emails importants. Les employés qui me saluaient chaleureusement me lançaient désormais des sourires gênés et pressaient le pas. J'étais devenu un fantôme dans un endroit que j'avais contribué à construire de A à Z. Je n'étais pas stupide. Je savais que Jason aimait l'entreprise. Je savais qu'il voulait la voir prospérer. Mais je savais aussi que l'ambition pouvait se transformer en quelque chose de plus laid si elle n'était pas contrôlée. J'avais vu cela arriver à d'autres familles en ville, des pères mis de côté par des fils avec de nouvelles idées, des mères discrètement effacées de l'entreprise qu'elles avaient nourrie pendant les moments difficiles. Pourtant, une partie de moi refusait de croire que cela puisse nous arriver. Pas après tout ce que nous avions vécu, pas après les innombrables week-ends de travail, alors que les autres familles partaient en vacances. Pas après avoir manqué les matchs de foot de Jason pour renégocier des contrats avec des fournisseurs. Pas après avoir emprunté sur notre maison pour ouvrir le deuxième café, quand la banque nous avait refusé le prêt. J'avais été là à chaque étape, chaque nuit tardive, chaque matin épuisé, chaque fête quand nous remboursions un prêt ou que nous arrivions à payer les salaires pendant une saison difficile. Et maintenant, je sentais un lent et minutieux travail pour m'effacer de ma propre histoire. Mais je ne l'ai pas affronté. Pas encore. À la place, j'ai fait ce que j'ai toujours fait de mieux. Je suis restée. J'ai observé. J'ai écouté. Et j'ai attendu. C'est arrivé un lundi matin, plus froid que d'habitude, pour un mois d'avril. Je m'en souviens parce que j'avais enfilé un pull plus chaud avant de quitter la maison. Un pull épais, doux, couleur miel, que Robert m'avait acheté il y a des années dans un marché de producteurs. En l'attachant, j'ai pensé à lui, à comment il disait que les lundis étaient ma fère pour les cœurs courageux et le bon café. J'ai gardé cette pensée avec moi en arrivant au bureau, comme un bouclier. Le bureau sentait la peinture fraîche. Jason avait décidé de rafraîchir les murs, avec un gris élégant, plus en phase avec la nouvelle vision. Ça rendait l'endroit plus froid, plus corporatif. Le rouge et le doré chaleureux que Robert et moi avions choisis des années auparavant avaient disparu comme ça. Je suis restée dans l'embrasure de la porte un instant de trop, juste pour sentir cette étrangeté. Jason m'attendait déjà. Il était assis derrière le nouveau bureau en verre qu'il avait installé quelques mois plus tôt. Son ordinateur portable ouvert devant lui, les doigts tapotant un rythme silencieux sur le clavier. Il a levé les yeux et m'a souri, mais c'était le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Je connaissais ce sourire. Je l'avais vu dans les salles de conseil, pendant les négociations. C'était le prélude à une mauvaise nouvelle. Il m'a fait signe de m'asseoir, ce que j'ai fait, posant mon sac à main à côté de ma chaise. Il y avait un dossier sur le bureau, entre nous. Il était fermé, mais j'ai reconnu son poids. Des documents, des papiers préparés à l'avance. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai rien laissé paraître.
Il a commencé par de petites conversations. M'a demandé si j'allais toujours au club de lecture le jeudi, si les tulipes avaient recommencé à fleurir dans le jardin. J'ai répondu poliment, hochant la tête, le regardant tourner autour de la vraie raison de ma présence. Finalement, il s'est éclairci la gorge et s'est adossé à sa chaise, en cuir, qui a légèrement couiné. « Maman, on a réfléchi, » a-t-il dit. Le « on » était important. Cela voulait dire que cette conversation n'était pas seulement son idée. C'était lui et quelqu'un d'autre, sa femme peut-être, son consultant en affaires, ou un avocat que je n'avais pas encore rencontré. Peu importe, le fait était que j'allais être en minorité. Il a expliqué, d'un ton calme et bien rodé, comme quelqu'un qui présente un plan de restructuration d'entreprise, que l'entreprise évoluait, que le secteur changeait, qu'un nouveau leadership était nécessaire pour rester compétitif. Il a utilisé des mots comme rationaliser, restructurer et optimiser, des mots qui étaient censés sembler intelligents, visionnaires, inévitables. Puis il l'a dit. « Il est temps pour toi de prendre du recul, maman. Tu en as fait plus qu'il n'en faut. Tu mérites de profiter de la vie maintenant, sans le fardeau du travail. » Fardeau. Le mot m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Il l'a dit si naturellement, comme s'il ne venait pas de prendre 30 ans de ma vie, pour en faire un avion en papier à jeter par la fenêtre. Je n'ai rien dit. Je suis restée assise, à l'écouter détailler le plan de transition. J'allais avoir un titre honorifique, fondatrice émérite. On me consulterait toujours pour les grandes décisions, mais, bien sûr, sans pouvoir de vote formel. Il a souri, comme si c'était un cadeau, comme s'il m'offrait quelque chose. J'ai remarqué qu'il ne me regardait pas droit dans les yeux. Il continuait de jeter un coup d'œil au dossier entre nous, comme si cela allait le sauver. Il a glissé le dossier sur le bureau, vers moi. À l'intérieur, il y avait des papiers qui formalisaient tout ce qu'il venait de dire. Il y avait des passages sur mes contributions, sur la façon d'honorer mon héritage, sur l'assurance d'une transition en douceur. Tout était écrit dans ce langage juridique, doucereux en apparence, mais conçu pour vous dépouiller de toute autorité. Je ne l'ai pas ouvert. À la place, j'ai joint mes mains sur mes genoux, et je l'ai étudié. La tension de sa mâchoire, la légère peur dans ses doigts, la façon dont il n'arrêtait pas de bouger sur son siège. Il n'était pas cruel. Il n'essayait pas de me faire du mal. Dans son esprit, il faisait ce qui devait être fait. Mais il avait oublié quelque chose de crucial. Je n'étais pas seulement la femme qui tenait les comptes ou qui souriait aux petits-enfants pendant les fêtes. J'étais la cofondatrice, la copropriétaire. Mon nom n'était pas une note de bas de page. Il était sur chaque document important. Il était inscrit dans les fondations de cette entreprise, comme ma sueur était inscrite sur ses murs. Pourtant, je n'ai rien dit à ce sujet. Pas encore. Je l'ai remercié d'avoir pensé à moi. Je lui ai dit que je prendrais les documents chez moi pour les examiner attentivement. Il a semblé soulagé, confondant mon calme avec mon accord. Je me suis levée. J'ai lissé mon pull. J'ai pris mon sac. Au moment de partir, je me suis arrêtée et je me suis retournée vers lui. « Tu sais, Jason, » ai-je dit doucement, « tu as toujours été un bon garçon. Curieux, intelligent. Il faut juste que tu te rappelles. Parfois, les choses qui ressemblent à des fardeaux sont en fait ce qui nous maintient debout. » Il n'a pas répondu. Il a simplement hoché la tête, tendant déjà la main vers son téléphone, passant déjà à autre chose. Je suis sortie du bureau pour me retrouver dans l'air vif du printemps, qui me piquait les joues, me réveillant complètement. Je n'étais pas un fardeau, et je n'allais nulle part.
Quand je suis rentrée chez moi, cet après-midi-là, je ne suis pas allée directement à la cuisine comme je le faisais d'habitude. Je n'ai pas mis la bouilloire en route, ni ne me suis assise près de la fenêtre pour trier le courrier du jour. Je suis restée dans le couloir pendant un long moment, mon manteau encore boutonné jusqu'au cou, à regarder la vieille armoire en chêne près de l'escalier. C'était un meuble lourd et large, marqué par l'âge, du genre qu'on n'achète pas, mais qu'on hérite. Le grand-père de Robert l'avait construite, et Robert avait insisté pour qu'on la garde, même si elle ne correspondait pas au reste des meubles. À l'intérieur de cette armoire se trouvait la vie que nous avions construite morceau par morceau. Des papiers, des contrats, des titres de propriété, des polices d'assurance. C'était là que j'avais rangé tout ce qui comptait vraiment. J'avais ouvert cette armoire 1 millier de fois auparavant. Mais cet après-midi-là, mes mains ont légèrement tremblé, en tirant les portes qui grinçaient et en m'agenouillant devant le tiroir du bas. L'odeur du vieux papier et de la poussière de bois est immédiatement montée, si familière qu'elle m'a presque calmée. J'ai sorti l'épais classeur en cuir marqué « Entreprise », une relique d'une autre époque, rempli de pochettes en plastique, protégeant chaque document important que nous avions jamais signé. Je l'ai posé délicatement sur la table de la salle à manger, et j'ai commencé à le feuilleter. Chaque page tournée était comme la découverte d'une pièce d'armure que j'avais oublié de porter. Il y avait le contrat de partenariat original entre Robert et moi, daté d'il y a 27 ans. J'ai passé mes doigts sur nos signatures. L'encre était passée, mais claire. 50% de propriété chacun. Là, noir sur blanc. Pas de transfert automatique de parts. Pas de date d'expiration. Pas de petits caractères qui donneraient carte blanche à notre fils une fois que nous aurions atteint un certain âge. J'ai tourné d'autres pages et j'ai trouvé l'amendement que nous avions fait lorsque nous avions transformé le Pierce's Café en société à responsabilité limitée, LLC. L'amendement mentionnait toujours mon nom. Pas un titre honorifique, pas un symbole. Associé à parts égales. Mon nom. Puis, il y avait l'acte de propriété des biens. Le premier café sur Main Street, le deuxième près de l'université, et le petit bâtiment administratif que nous avions acheté pour y installer le bureau et la boulangerie. Tout cela était au nom de la société, et par conséquent, m'appartenait à parts égales. Je me suis adossée à ma chaise, laissant le poids de tout cela s'installer. Jason n'avait pas pris la peine de vérifier. Ou alors, il pensait que j'avais oublié. Il a supposé que le temps avait effacé ma revendication, tout comme la nouvelle peinture avait effacé la chaleur des murs du bureau. J'ai ouvert un deuxième classeur, plus petit, étiqueté « Correspondance ». Des lettres des banques, de notre comptable, des fournisseurs. Et niché au milieu, une lettre soigneusement agrafée de notre avocat, datée juste après la mort de Robert. Elle confirmait le transfert automatique de sa part à moi, selon les termes de notre accord d'exploitation. J'ai souri sans le vouloir. Ce n'était pas un sourire de triomphe. C'était un sourire triste, en réalité. Que nous en soyons arrivés là. Que je doive me justifier auprès de mon propre fils, avec des documents, des signatures et un langage juridique. Mais la tristesse n'a pas obscurci ma pensée. Elle l'a rendue plus claire. J'ai rassemblé les documents clés et je les ai disposés en ordre. L'accord de propriété, les titres des biens, le testament mis à jour, la lettre de l'avocat. J'ai fait des copies de chacun, les imprimant sur du papier neuf. J'ai remis les originaux dans leurs pochettes en plastique et je les ai rangés dans le classeur, le refermant d'un lourd bruit qui a semblé résonner dans la maison vide. Puis,
Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé à rédiger un email à Diane, l'avocate de la famille qui travaillait avec nous depuis des années. Je lui ai tout raconté, ce que Jason avait dit, ce qu'il avait proposé, les documents que j'avais examinés. Je lui ai demandé de tout vérifier elle-même et de me conseiller sur mes droits. Il était presque minuit quand j'ai finalement éteint l'ordinateur et la lumière. En me déplaçant dans la maison sombre, j'ai touché des surfaces familières, le dossier du canapé, le bord du comptoir de la cuisine, la rampe usée de l'escalier. C'était ma vie. Pas une place réservée, pas une relique. La mienne. Au lit, je suis restée éveillée longtemps, fixant le plafond, rejouant la conversation avec Jason. Ces mots m'avaient piqué, c'est vrai. Mais il y avait autre chose sous la piqûre, maintenant. Une colère lente, brûlante, tempérée par quelque chose de plus vif. La détermination. J'ai pensé aux nuits où Robert et moi restions assis à la table de la cuisine, à équilibrer les budgets, à rêver d'idées, à trouver comment survivre à une autre saison. J'ai pensé à tout le travail que nous avions accompli, non pas seulement pour construire une entreprise, mais pour construire une vie qui valait la peine d'être vécue. Une vie où nous pourrions transmettre quelque chose à Jason, bien sûr, mais pas au prix de notre propre dignité. J'ai pensé à Jason, petit garçon, qui venait se blottir sur mes genoux après un mauvais rêve et me chuchotait « Maman, ne laisse rien arriver !» Et comment j'avais promis, à chaque fois, je ne laisserai rien arriver. Les promesses faites à un enfant ne disparaissent pas simplement parce que l'enfant grandit. Je l'avais protégé une fois. Maintenant, j'allais me protéger moi-même. Et le matin venu, je commencerai à m'assurer que, quand la prochaine conversation désagréable aurait lieu, et je savais qu'elle aurait lieu, je serais prête. Non pas avec de la colère, mais avec des faits, avec des preuves, avec la vérité entre mes mains, prête à être montrée. Les jours qui ont suivi ont passé lentement, comme si les heures elles-mêmes hésitaient à me mener vers ce que je savais déjà qui allait arriver. Jason n'a pas appelé. Il n'est pas passé à la maison. Au lieu de cela, il communiquait par email courts et secs, à propos de questions opérationnelles, signant de son nom complet, comme si nous étions des étrangers faisant des affaires. J'ai remarqué des changements presque immédiatement. Des petits au début, assez subtils pour que quelqu'un de moins familier ne les remarque pas. Les réunions d'équipe hebdomadaires ont été décalées à des moments où je n'étais pas disponible. De nouvelles initiatives marketing ont été lancées sans mon approbation. Des fournisseurs que je connaissais depuis des années ont été remplacés par de nouveaux noms plus attrayants. J'ai regardé tout cela se dérouler d'une distance de plus en plus grande, comme une invitée à ma propre table. Je continuais de venir au bureau tous les matins. Quand même. Je m'asseyais à mon bureau, répondais aux emails, examinais les dossiers de comptabilité, notant discrètement chaque écart, chaque décision prise sans consultation. Je faisais des copies de tout. Je gardais des traces. Si Jason voulait jouer à un nouveau jeu, je jouerais aussi. Mais je jouerais comme Robert m'avait appris à le faire, patiemment, méticuleusement, sans jamais bluffer, sauf si j'avais le jeu gagnant. L'atmosphère au bureau a changé avec ces modifications. Les employés qui étaient autrefois amicaux me saluaient maintenant avec une politesse précautionneuse, leur sourire forcé, leurs yeux jetant un coup d'œil vers le bureau de Jason avant de parler. Les réunions sont devenues plus formelles, les conversations moins ouvertes. C'était évident que Jason avait commencé à mettre en place le récit. Une associée plus âgée qui prenait sa retraite, une équipe plus jeune qui prenait le relais,
Une évolution nécessaire. J'entendais presque ces discours bien rodés, derrière les portes fermées. Un après-midi, j'ai surpris une conversation que je n'étais pas censé entendre. Jason, parlant à l'un de nos directeurs de secteur, plaisantait à propos de la fête de retraite de maman et du fait qu'il faudrait peut-être organiser quelque chose de petit, juste pour officialiser la chose. Je suis resté figé devant la salle de photocopie, les mains pleines de factures, écoutant mon effacement être planifié dans les rires. Je ne l'ai pas affronté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à assister plus formellement aux réunions du conseil d'administration. J'ai demandé des copies des procès-verbaux. J'ai soumis des questions écrites sur les rapports financiers et les contrats. Jason avait l'air de plus en plus mal à l'aise, alors que j'affirmais mes droits, non pas de manière agressive, mais de manière indéniable. Je lui ai fait comprendre que je n'étais pas en train de disparaître en silence. Pendant ce temps, je continuais de me rendre sur les différents sites. Le café original sur Main Street sentait toujours le café frais et la cannelle chaude, comme le jour de son ouverture. Les jeunes baristas m'accueillaient avec de larges sourires. Certains d'entre eux ne savaient même pas qui j'étais vraiment. Je restais plus longtemps que nécessaire lors de ces visites, observant le cœur de ce que Robert et moi avions construit, battant toujours aussi fort, nous appartenant toujours. Au deuxième établissement, près de l'université, j'ai remarqué de nouvelles affiches pour un changement de marque. Des logos plus élégants, des meubles modernes, un menu épuré. La vision de Jason. Mais les anciens clients, ceux qui venaient tous les matins depuis 15 ans, semblaient perdus au milieu de ces changements. Ils commandaient leur café et s'asseyaient en silence, décalés dans un monde qui avait été débarrassé de sa familiarité. Un soir, après la fermeture, je me suis assise seule dans le café de Main Street, avec une tasse de café, la porte verrouillée, les lumières tamisées. J'ai regardé autour de moi, les murs, les planchers en bois usé, les menus sur tableau noir, toujours écrits à la main, dans le même style soigné que j'avais appris à notre première caissière. Je me suis souvenu des nuits tardives à repeindre les bordures avec Robert, à nous disputer sur les couleurs. Je me suis souvenu de Jason, assis sur le comptoir, balançant ses jambes, posant d'infinies questions sur les grains de café, les caisses enregistreuses, et pourquoi les clients semblaient parfois tristes quand ils commandaient juste une tasse de café noir. Cette entreprise n'était pas une marque, c'était un foyer. Et Jason avait oublié ça. Il voyait une opportunité de moderniser, de grandir, d'aller de l'avant sans le lourd poids de la gratitude ou du souvenir qui le ralentissait. Mais il s'était trompé. Il pensait que j'étais sentimentale. Il pensait que le sentimentalisme me rendrait faible. Il ne comprenait pas que le sentiment n'était pas une faiblesse, c'était une force. La force de savoir ce pourquoi on se bat. La nuit, j'ai examiné des contrats à la lumière de ma lampe de chevet. J'ai rencontré Diane 2 fois par semaine, la tenant au courant de chaque développement, posant des questions, affinant ma stratégie. Je ne préparais pas une bataille, je préparais une défense, parce que Jason n'essayait pas seulement de me pousser dehors, il essayait de réécrire l'histoire complètement, et je n'allais pas le laisser faire. Chaque nouveau jeu qu'il jouait, chaque omission stratégique, chaque effacement silencieux, ne faisait que renforcer ma détermination. J'avais passé trop d'années à construire cette entreprise de mes propres mains pour la laisser être balayée sous mon nez par quelqu'un qui n'avait pas encore appris le coût de ce qu'il voulait hériter. Je n'étais plus en colère, j'étais prête. Le jour de la réunion du conseil d'administration,
est arrivé avec une lenteur étrange et délibérée. Je me suis réveillée avant l'aube, la maison encore enveloppée dans l'obscurité. Le seul bruit étant le tic-tac de la vieille horloge du grand-père en bas. J'ai suivi ma routine matinale avec soin, presque cérémonieusement, en préparant un café fort, en disposant mes notes, en examinant les documents une dernière fois. Les réunions du conseil avaient toujours été des affaires décontractées. Robert et moi les avions conçues de cette façon intentionnellement. Des discussions ouvertes autour d'une table de conférence, avec des pâtisseries et des rires, et parfois même des disputes sur les résultats de baseball avant de passer aux affaires. Mais cette réunion était différente. Des invitations formelles avaient été envoyées. Un ordre du jour avait été distribué. Le nom de Jason figurait en haut de l'en-tête, pas le mien. Quand je suis arrivé au bureau, l'atmosphère était tendue, fragile. L'assistante de Jason a à peine croisé mon regard en me tendant un dossier avec l'ordre du jour imprimé. Je l'ai mis sous mon bras et je me suis dirigé vers la salle de conférence, le faible murmure des chuchotements me suivant comme une fumée. À l'intérieur, Jason était déjà assis en bout de table, vêtu d'un costume neuf qui avait encore la rigidité du magasin. Il a souri quand il m'a vu, mais c'était un sourire tendu et professionnel, rien à voir avec le garçon qui me souriait derrière le comptoir en glissant des biscuits supplémentaires aux clients. Les membres du conseil sont arrivés peu à peu, des visages que je connaissais depuis des années, certains plus âgés, d'autres plus jeunes, quelques-uns évitant soigneusement mon regard. Quand la dernière chaise a été occupée, Jason s'est levé, s'est éclairci la gorge et a commencé. Il a parlé avec aisance, avec confiance, présentant un exposé qui avait été clairement répété dans les moindres détails. Il a parlé de stratégie de croissance, de modernisation, d'expansion vers de nouveaux marchés. Il a fait l'éloge du passé, oui, mais seulement brièvement, comme un préambule pour expliquer pourquoi l'avenir exigeait un leadership différent. Son leadership. Il a proposé une nouvelle structure organisationnelle, rationalisée, efficace et entièrement sous son contrôle. Puis, avec le même calme rodé, il a abordé le dernier point de l'ordre du jour, le transfert formel de l'autorité, le transfert de pouvoir opérationnel de la direction précédente à la nouvelle équipe de direction. En d'autres termes, lui-même et les quelques fidèles qu'il avait soigneusement cultivés au cours de la dernière année. Il ne m'a pas regardé quand il a dit ça. Il a regardé le conseil, comme s'il voulait qu'il me voie comme un simple obstacle au progrès. Il y a eu un bref silence, inconfortable quand il a terminé. Quelques hochements de tête polis, des éclaircissements de gorge. Puis, Jason a pointé du doigt une pile de documents qui attendaient soigneusement sur la table. « Ce sont les accords proposés, a-t-il dit. Nous apprécierions la coopération d'Hélène pour les signer aujourd'hui, afin de rendre la transition plus facile pour tout le monde. » Il l'a dit avec une telle finalité, une arrogance si calme, que pendant un instant, j'ai senti la pièce basculer vers lui, l'inévitabilité de la chose, comme une marée qui tirait mes chevilles. J'ai laissé le moment s'étirer. Puis je me suis levée. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti ma propre pile de papier, plus épaisse, plus lourde, protégée par des pochettes en plastique transparent. Je les ai soigneusement disposées sur la table devant moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié ni frappé la table. J'ai simplement commencé à parler, clairement, méthodiquement, en leur exposant les faits. Tout d'abord, j'ai présenté le contrat de partenariat original, soulignant ma propriété à 50%.
puis l'amendement après le décès de Robert, confirmant que j'héritais de la totalité de sa part. Les actes de propriété, enregistrés au nom de la société, dans laquelle j'avais une participation majoritaire. L'accord d'exploitation, exigeant le consentement unanime de tous les actionnaires principaux, c'est-à-dire moi, pour tout changement structurel majeur. J'ai vu la couleur se retirer lentement du visage de Jason, alors que je continuais. L'un des membres du conseil les plus âgés, M. Whitmore, s'est penché en avant et a ajusté ses lunettes, étudiant les documents avec attention. Une autre, Mme Daniels, a échangé un regard avec son collègue, les sourcils légèrement levés. J'ai décrit, étape par étape, chaque instance où Jason avait pris des décisions unilatérales sans l'approbation du Conseil, chaque mouvement financier qui violait nos protocoles internes. J'ai mis à nu le coup d'État silencieux qu'il avait orchestré en coulisses. Et puis j'ai terminé par un fait simple et incontestable. Sans mon consentement, ai-je dit calmement, aucun de ces changements n'est légalement valide. Le silence est tombé sur la pièce comme un rideau lourd. Jason a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai levé la main, doucement, fermement. Il n'y a pas besoin de débat, ai-je dit. Les documents parlent d'eux-mêmes. J'ai ramassé mes papiers, les ai soigneusement rangés dans mon sac et me suis assise. Pendant plusieurs longues minutes, personne n'a parlé. Puis, M. Whitmore, s'éclaircissant la gorge, a dit ce que tout le monde pensait. « Eh bien, a-t-il dit lentement, il semble que nous ayons des choses sérieuses à reconsidérer. » La réunion a été ajournée peu après. Aucun vote n'a eu lieu. Aucune transition n'a été officialisée. Jason a quitté la pièce sans un mot pour moi. Ses pas rigides et irréguliers. Je suis restée assise encore un moment, respirant le lourd silence. Le coup avait été porté. Non pas avec de la colère, non pas avec des cris, avec la vérité, avec des preuves, avec la force tranquille et inamovible d'une femme qui savait exactement ce qu'elle avait construit et qui ne se laisserait pas effacer. Dans les jours qui ont suivi la réunion, l'air entre Jason et moi est devenu plus froid que le vent le plus vif de l'hiver. Nous ne nous sommes parlé qu'en cas de nécessité, et même dans ces moments, nos mots étaient coupés, professionnels, dépouillés de la chaleur qui avait autrefois existé si naturellement entre nous. La familiarité décontractée que nous partagions autrefois avait disparu, remplacée par quelque chose de fragile et d'étranger. Au bureau, Jason s'est enterré dans le travail, se retirant derrière des portes fermées, tenant des réunions privées auxquelles je n'étais plus invitée. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas exigé d'explication. J'ai simplement continué, présente à chaque réunion du conseil, à chaque examen financier, à chaque décision importante. S'il voulait prétendre que je n'étais pas là, il devrait faire semblant encore plus fort. Le personnel a senti la tension, même s'il a essayé de la cacher. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Les sourires étaient un peu trop rapides, trop forcés. Je savais qu'ils étaient au prix entre la loyauté et la peur, ne sachant pas de quel côté la sécurité se trouvait. Je ne leur en voulais pas. Jason était leur patron au quotidien maintenant. J'étais le fantôme en arrière-plan, qui détenait toujours les clés dont ils avaient eu besoin, mais qui n'était plus la main qu'ils voulaient serrer. Jason a cessé de me tenir au courant des projets. Il a continué les rénovations au café de l'université sans me consulter. Il a modifié les contrats des fournisseurs, a embauché de nouveaux consultants, en gestion, le tout sans demander d'approbation. Chaque mouvement était une rébellion silencieuse, une façon de dire « Je n'ai pas besoin de toi ».
Mais à chaque fois, je réagissais de la même manière tranquille. Documentation, enquête formelle, rappel doux mais ferme que, légalement, chaque décision exigeait toujours mon consentement. Je n'avais pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Ma seule présence était un mur qu'il ne pouvait pas escalader. À la maison, la solitude pesait plus lourd que je ne l'avais imaginé. Les soirées s'allongeaient plus que d'habitude. Je m'asseyais dans mon salon, avec un livre sur mes genoux, les mots se brouillant, alors que mon esprit vagabondait à travers des années de souvenirs. Jason enfant, courant dans le jardin avec ses lacets défaits, riant tellement qu'il pouvait à peine respirer. Jason adolescent, claquant la porte de colère à cause des couvre-feux et des clés de voiture. Jason le jour de son mariage, me serrant la main nerveusement avant de descendre l'allée. Il avait été à moi, autrefois, avant que l'ambition, la fierté et la lente, implacable machine de l'âge adulte ne changent sa façon de me voir. Maintenant, il me voyait comme un obstacle. Cela me faisait plus mal que je ne voulais l'admettre, mais la douleur n'allait pas guider mes décisions. J'avais passé trop d'années à lui enseigner la responsabilité, l'intégrité, le poids des promesses faites. Je n'allais pas abandonner ces leçons maintenant, juste parce que c'était plus pratique. Un soir, Diane a appelé, après avoir examiné les derniers contrats que Jason avait essayé de faire passer sans autorisation. Sa voix était calme, mais ferme. Il s'approchait dangereusement des ennuis juridiques. Manquement à ses obligations fiduciaires. Violation de l'accord d'exploitation. Si je le voulais, je pouvais le poursuivre en justice. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, fixant la rue assombrie par la fenêtre. Je ne voulais pas de procès. Je ne voulais pas de bataille publique ou de gros titres dans le journal local. Je voulais que mon fils se souvienne de qui j'étais, de qui nous étions, de ce que nous avions construit ensemble. Mais je me rendais lentement compte que, parfois, l'amour ne suffisait pas à combler l'écart créé par la cupidité et la fierté. La rupture entre nous n'était plus une fissure à colmater, c'était devenu un canyon. Et chaque jour qu'il choisissait de m'ignorer, chaque acte de défiance silencieux élargissait ce canyon encore plus. Il y avait des moments, calmes, où je me demandais si Robert aurait vu cela venir. S'il aurait su que la même ambition que nous avions essayé de nourrir chez Jason se retournerait un jour, consommant tout sur son passage. La voix de Robert me manquait plus pendant ces jours que depuis des années. Jason et moi fonctionnions maintenant comme deux voies parallèles, ne se croisant jamais, ne se rencontrant jamais, sauf si c'était absolument nécessaire. Nous existions dans les mêmes espaces, respirant le même air, mais vivant dans des mondes totalement différents. Certaines nuits, je rêvais de l'appeler, de l'inviter à dîner comme avant, de nous asseoir l'un en face de l'autre avec des assiettes du pain de viande préféré de Robert et de trouver un chemin pour revenir l'un vers l'autre. Mais chaque matin, la réalité revenait. Il n'y avait pas de chemin facile pour revenir en arrière. Il n'y avait qu'un seul chemin, avancer, à travers le silence, à travers le froid, à travers la rupture. C'est arrivé tard un jeudi soir, le genre de soirée où le ciel s'estompe en un bleu marine sourd, et où le monde entier semble retenir son souffle. Je venais de finir de verrouiller le café de Main Street, m'attardant sur chaque tâche, comme si cette lenteur pouvait m'ancrer à un terrain plus stable. J'ai éteint les lumières, sentant l'écho familier de l'espace vide, et je suis sortie dans l'air frais de la nuit. Jason m'attendait près de ma voiture. Il était appuyé sur le capot, les bras croisés, la tête baissée, comme s'il pensait à chaque mot qu'il pourrait dire, avant de le prononcer.
Je me suis arrêtée, les clés pendant à mes doigts, sentant le poids de ce qui était sur le point de se passer entre nous. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, ni de la peur, juste une tristesse profonde et solide, comme de se tenir au bord de quelque chose que l'on sait ne pas pouvoir réparer. Il s'est redressé quand il m'a vue, enfonçant ses mains dans les poches de sa veste. Pendant un long moment, nous sommes restés là, à quelques mètres l'un de l'autre, deux échos têtus des personnes que nous avions été. Il a parlé le premier. Il a dit qu'il n'avait pas voulu que les choses se passent comme ça, qu'il avait seulement voulu faire passer l'entreprise au niveau supérieur, pour honorer ce que papa avait construit. Ses mots se sont bousculés, essayant de sembler répétés, mais s'effondrant face à la réalité. Il a dit qu'il ne s'était jamais attendu à ce que je me batte contre lui, qu'il pensait que je comprendrais. J'ai écouté, immobile et silencieuse, le laissant vider son cœur dans l'air froid de la nuit. Puis ce fut mon tour. Je lui ai rappelé l'époque où il avait 8 ans et voulait construire une cabane dans l'arbre derrière la maison. Il avait ramassé des morceaux de bois, quelques clous tordus et un marteau rouillé, déterminé à la construire sans aide. Je l'avais regardé depuis la fenêtre de la cuisine, têtu et fier, équilibrant des planches brisées les unes contre les autres, jusqu'à ce que tout s'effondre en un tas de débris. Cet après-midi-là, il était rentré, les joues rouges de frustration, et je l'avais assis à la table de la cuisine. Je ne l'avais pas grondé. Je ne m'étais pas moqué de lui. Je lui avais dit que si tu construis sur des fondations faibles, aucune quantité de clous ne pourrait tout maintenir en place. Je le lui ai dit à nouveau ce soir-là, debout sur le parking, sous la lumière vacillante d'un réverbère. Les fondations comptent. Il a tourné la tête, fixant la rue vide, la mâchoire serrée. Je me suis demandé s'il se souvenait, lui aussi, de la façon dont Robert était finalement sorti, lui montrant comment mettre les poutres à niveau correctement, comment mesurer 2 fois avant de planter le premier clou. J'ai rappelé à Jason que Robert n'avait jamais rien construit en coupant les coins ronds ou en marchant sur les gens qu'il aimait, que chaque nuit tardive, chaque décision difficile, avait été guidée par 2 choses, la fierté de son travail et l'amour pour sa famille. Je lui ai dit qu'il avait oublié les 2. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, juste l'honnêteté simple et pure d'une blessure trop profonde pour la rage. Il a dit qu'il ne savait pas comment arranger les choses. Je lui ai dit que certaines choses ne pouvaient pas être arrangées, seulement reconnues. Il a demandé si nous pouvions revenir en arrière, tout recommencer. J'ai lentement secoué la tête. L'amour, lui ai-je dit, n'est pas un jeu que tu gagnes en effaçant les gens qui t'ont aidé à y jouer. La confiance n'est pas quelque chose que tu reconstruis avec des contrats et des excuses murmurées dans le noir. Je lui ai dit que l'entreprise resterait telle qu'elle, que je ne la lui céderais pas, que je resterais jusqu'à ce que j'en décide autrement, non pas parce que j'avais besoin du titre, mais parce que c'était à moi de la protéger. Jason n'a pas discuté, il n'a pas supplié. Il était resté là, les mains toujours enfoncées dans ses poches, l'air plus petit, d'une certaine façon. Comme le petit garçon qui croyait autrefois que je pouvais tout réparer si j'essayais assez fort. J'ai pensé un instant qu'il allait pleurer, mais il n'a rien fait. Il a simplement hoché la tête, une fois, rigidement, comme un soldat qui salue avant de quitter un champ de bataille qu'il savait ne pas pouvoir récupérer. Je l'ai regardé partir, sa silhouette engloutie par l'obscurité du parking vide. Le silence qui a suivi était profond, presque sacré. Il m'a enveloppé comme un châle, lourd mais étrangement chaleureux.
Je suis resté là longtemps, après qu'il a disparu, respirant l'air frais de la nuit, laissant la finalité du moment s'installer dans mes os. C'était la fin de quelque chose, mais c'était aussi le début de quelque chose d'autre. Pas le pardon, pas l'oubli, la liberté, pas celle qui vient de la victoire dans une bataille, celle qui vient du fait de savoir que je ne m'étais jamais vraiment perdu en premier lieu. Le matin après notre conversation, la lumière a percé la fenêtre de ma chambre par traits lents et délibérés, peignant les murs d'un or discret. Je suis resté allongé un moment avant de me lever, fixant le plafond, sentant le poids de tout ce qui s'était passé se déposer quelque part au fond de moi. Ce n'était pas une lourdeur comme la tristesse. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus solide. Une sorte de calme. Je me suis déplacé dans la maison avec un but que je n'avais pas ressenti depuis des mois. J'ai préparé du café, épais et fort, comme Robert l'aimait, et je me suis assise à la table de la cuisine où tant de décisions importantes avaient été prises autrefois. Devant moi se trouvaient 2 dossiers. L'un contenait les papiers que Jason avait essayé de me faire signer. L'autre contenait les documents qui racontaient la véritable histoire de la propriété, de l'histoire, d'une vie de travail qui ne pouvait pas être effacée par quelques signatures ambitieuses. J'ai ouvert le premier dossier, passant ma main sur les papiers impeccables et impersonnels qu'il avait si soigneusement préparés. Dans une autre vie, à un autre moment, j'aurais peut-être ressenti de la culpabilité. J'aurais peut-être été tenté de céder, de rendre la transition plus facile, plus douce, au nom de la paix. Mais je savais mieux maintenant. Une paix construite sur l'effacement n'était pas la paix du tout. C'était une reddition. J'ai poussé le dossier de côté et j'ai ouvert le second. Les documents originaux semblaient plus lourds dans mes mains, comme si le poids de toutes ces années avait imprégné le papier lui-même. Je les ai relus lentement, savourant le souvenir de chaque signature, de chaque décision qui m'avait amené ici. Le tracé audacieux de Robert à côté du mien, le sceau du bureau de notre avocat, les dates gravées dans le temps comme des bornes le long d'une route sinueuse. Au bas de chaque page, je l'ai vu, mon nom, ma signature, la preuve que j'avais été là, la preuve que j'avais compté. Plus tard cet après-midi-là, j'ai planifié une réunion avec Diane. Nous nous sommes assises dans son bureau ensoleillé, l'odeur du cuir et des vieux livres remplissant la pièce. Je lui ai tout expliqué, ce que Jason avait tenté, ce que j'avais l'intention de faire ensuite. Diane a hoché la tête en silence, ses yeux vifs et pleins de compréhension. Ensemble, nous avons rédigé une réaffirmation formelle de propriété, un document qui décrivait en termes clairs la structure de l'entreprise, les droits attachés à chaque participation et les conditions dans lesquelles tout changement futur nécessiterait mon consentement explicite et écrit. Ce n'était pas une déclaration de guerre, mais d'intendance. Quand elle m'a glissé la version finale sur le bureau, j'ai pris le stylo sans hésiter. J'ai signé. Ellen Pierce. L'encre a saigné doucement dans le papier, silence qui avait toujours été vrai, mais qui était maintenant fortifié contre toute tentative d'annulation. En quittant le cabinet d'avocat, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'ai marché à travers la place de la ville d'un pas facile, comme quelqu'un qui avait récupéré quelque chose de précieux. Je suis passé devant la boulangerie où Robert et moi achetions du pain le samedi matin, la petite librairie où Jason avait passé des heures, enfant, assis en tailleur entre les rayons, perdu dans des mondes que lui seul pouvait voir. J'étais toujours là, toujours debout,
Toujours Hélène. De retour au café de Main Street, je me suis retrouvée à m'approcher du vieux panneau d'affichage près du comptoir, celui où les habitués épinglaient des cartes de visite, des affiches de pièces de théâtre locales, des photos de leurs chiens. J'ai souri en voyant à quel point il était rempli. Des vies qui se superposaient les unes aux autres. J'y ai épinglé quelque chose, moi aussi. Une petite note manuscrite sur du papier épais et de couleur crème. Elle disait « Construite avec amour, protégée avec fierté, toujours debout. » Personne ne la remarquerait tout de suite. Elle serait enterrée sous des publicités pour des cours de yoga et des affiches pour chats perdus. Mais elle serait là, silencieuse et certaine, un fil cousu dans le tissu de l'endroit. Tout comme moi. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les toits, je me suis assise sur le porche de ma maison et j'ai réfléchi au mot « signature ». Pas seulement de l'encre sur du papier, mais quelque chose de plus profond. Une signature était une affirmation, oui, mais aussi une promesse, un témoignage, une marque laissée derrière pour dire « j'étais là, j'ai construit ça, je fais partie de son histoire ». Jason avait essayé d'écrire une nouvelle histoire sans moi, mais certaines signatures ne peuvent pas être effacées. La mienne était écrite non seulement sur des actes et des documents, mais sur des murs peints de mes mains, des menus élaborés à ma table de cuisine, des relations construites une tasse de café à la fois, le café, l'entreprise, l'héritage. Tout portait encore mon nom, que Jason veuille l'admettre ou non. Je ne savais pas ce que l'avenir allait apporter. Peut-être qu'il trouverait son chemin pour revenir. Peut-être pas. Mais je savais une chose, avec une certitude absolue, alors que je regardais les étoiles apparaître, une par une, dans le vaste ciel indigo. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai la tête haute, le cœur stable, et ma signature fermement à sa place. Exactement là où elle avait toujours été.